RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour disséquer l'actualité politique française du moment. En clair, l'élection présidentielle dont le premier tour est prévu le dimanche 10 avril, le second 2 semaines plus tard, le dimanche 24 avril. Mais sommes-nous vraiment en campagne électorale lorsque la guerre fait rage à notre porte? Cette question sera posée à notre invité du jour, Jérôme Pozzi, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et politologue. Bonjour Jérôme Pozzi, comment allez-vous? Bonjour Philippe Rivet, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. 11h midi sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Comme à l'accoutumée dans notre émission, nous commencerons par une présentation du parcours de l'invité avant d'aborder plus directement l'actualité dans ses multiples développements, ses dimensions. Jérôme Pozzi, vous êtes né à Nancy et vous êtes toujours nancéen. Vous avez fait des études brillantes à Nancy et à Paris. Nancy pour la maîtrise, puis votre DEA, aujourd'hui on dirait Master 2, à Paris, consacré au pouvoir et représentation dans le monde contemporain, en 2003. Auparavant, vous aviez obtenu le CAPES d'histoire-géographie en 2000, puis l'agrégation d'histoire l'année suivante. De 2002 à 2015, vous enseignez au lycée Henri Vogt à Commercy, mais c'est la recherche qui vous attire, qui vous titille, qui vous mobilise. Vous préparez donc un doctorat en histoire contemporaine sur ce qui constituera le fil rouge de vos recherches, à savoir le gaullisme que vous aviez déjà abordé dans votre mémoire de DEA, puisque le sujet c'était les mouvements gaullistes de 1958 à 1976, la diversité d'une famille politique, réseau, culture et conflits. Vous nous direz si le gaullisme existe encore aujourd'hui, compte tenu du fait qu'un certain nombre de candidats s'en revendiquent. Depuis septembre 2015, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, sur le site de Nancy. Vous êtes également directeur d'études de la classe préparatoire universitaire Sciences Po. Vous êtes colleur, comme on dit, en classe préparatoire au lycée Poincaré. C'est vous qui donnez les sujets le samedi matin, là, pour les étudiants, les sujets assez pointus. Vous faites partie aussi d'un certain nombre des universitaires qui avaient une activité de publication particulièrement riche et abondante, comme membre du CRU, le Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire. Vous êtes aussi chercheur associé à l'Agence nationale de recherche, ou bien encore membre du comité d'histoire parlementaire et politique. Ai-je oublié un chapitre, Jérôme? Non, je crois que vous avez fait une présentation très complète. Bien, ma première question, alors, le gaullisme, j'avais commencé déjà à l'aborder, appartient-il au passé, ou certains candidats peuvent-ils légitimement s'en revendiquer aujourd'hui? Alors c'est une question pas facile que vous me posez pour débuter cette émission, puisque effectivement dès 1970, donc dès la mort du général de Gaulle, la question de la continuité du gaullisme s'est posée, puisque déjà on se posait la question à l'époque de Georges Pompidou. Lorsque Georges Pompidou était président de la République, certains s'interrogeaient sur le fait de savoir si Pompidou c'était du gaullisme ou pas. Il y a même eu un procès qui avait été instruit contre Pompidou. Oui, tout à fait. Un certain nombre de personnalités d'ailleurs des mouvements gaullistes, notamment ceux qu'on appelait les gaullistes de gauche, des gens comme René Capitan, Louis Vallon, etc. Et considéraient que Georges Pompidou avait dévié finalement des masses de granit du gaullisme. Bon. Donc cette question, c'est une question ancienne finalement qui s'est posée dès la mort du général de Gaulle et dès l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou. Cette question, elle s'est reposée ensuite à partir de 1976, au moment où Jacques Chirac crée le Rassemblement pour la République. On a parlé à ce moment-là de néo-gaullisme, c'est-à-dire on voyait bien finalement que ici Jacques Chirac prenait un certain nombre de distances avec le gaullisme, notamment sur deux axes, les questions économiques, puisque sur les questions économiques
Jacques Chirac, dans les années 80 notamment, est un peu plus libéral, même si c'est pas véritablement libéral. Et puis surtout, les questions... le général de Gaulle, quand même, était plus étatique. Oui, le général de Gaulle, effectivement, était attaché à un centralisme, une planification, à la planification, au rôle de l'État, et puis également à cette troisième voie qui était la participation, l'idée de troisième voie entre le libéralisme d'un côté et le socialisme de l'autre. Bon. Et Jacques Chirac, au début des années 80, s'éloigne de cette voie sur les questions économiques, mais également sur les questions européennes. Alors certes, on cite toujours l'appel de Cochin en 1978-79, mais par la suite, on voit bien que dans les années 80, il y a le tournant européen, ici du mouvement gaulliste, et petit à petit, il y a une sorte de rapprochement idéologique entre l'UDF et le RPR sur cette question européenne. Bon. Donc dans les années 80, la question de l'existence ou de la subsistance du gaullisme se pose et on parle donc de néo-gaullisme. Alors pour en arriver à aujourd'hui, finalement, dans les faits, depuis maintenant un certain nombre de campagnes présidentielles, un certain nombre de candidats se revendiquent du gaullisme. C'était le cas de Nicolas Sarkozy en 2007, ça a été le cas également d'autres candidats lors des dernières élections présidentielles, et puis on voit bien que cette élection présidentielle de 2022, chacun va chercher un petit peu du gaullisme. On se demande qui n'est pas gaulliste. Effectivement, c'est un petit peu paradoxal d'ailleurs, parce que pendant longtemps, finalement, De Gaulle était revendiqué que par les gaullistes, et maintenant, tout le monde revendique un petit peu le général de Gaulle. Donc, chacun va trouver dans le parcours du général de Gaulle, finalement, ce qu'il a bien envie de trouver. Certains parlent de planification, ça peut être Jean-Luc Mélenchon, d'autres parlent d'esprit plutôt ici de résistance, de retour en arrière. Là, on voit bien Éric Zemmour ici, la figure d'Éric Zemmour. Donc, chacun va trouver un petit peu ce qu'il souhaite dans le général de Gaulle, sans finalement incarner tous les aspects, toutes les facettes du gaullisme. Et Valérie Pécresse qui vient de prendre ses distances par rapport à l'Europe, qui souhaiterait qu'une primauté des lois nationales ou que la primauté d'un certain nombre de directives européennes soit remise en question. Donc il y a une distance assez gaulienne. De ce point de vue, ici, l'idée effectivement de prendre ces distances par rapport aux instances européennes, par rapport aux directives européennes, il y a bien ici cette volonté de faire passer les intérêts nationaux avant les intérêts supranationaux. Et donc là, effectivement, on se rapproche un petit peu de ce qu'était le gaullisme. Puisqu'on évoque l'Europe, il est difficile de ne pas évoquer le conflit en Ukraine. Est-ce que aujourd'hui on peut affirmer que pour la première fois la politique internationale pèse déjà dans le scrutin de manière inhabituelle, j'allais dire, puisque ce serait la première fois que la dimension internationale, alors qu'on sait que la politique internationale ça n'a jamais été un argument électoral fort, qui parle aux citoyens. Alors, dans les faits, vous avez tout à fait raison, parce que quand on regarde les dernières élections présidentielles, on sait bien que les affaires internationales, la politique étrangère, globalement, sont pas des éléments qui finalement permettent d'expliquer le vote et permettent d'expliquer le choix de tel ou tel candidat. Mais là, on est dans un contexte tout à fait particulier, puisque depuis maintenant un mois a éclaté ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est géographiquement ici aux portes de l'Union européenne. Et donc, on voit bien que tout ça a un impact. C'est assez anxiogène. Il y a eu la crise du Covid, puis la crise en Ukraine. Donc, le climat ici met en avant les questions internationales. Alors, c'est un peu paradoxal parce que quand on regarde les enquêtes d'opinion, la priorité des électeurs, ça reste quand même des questions intérieures. Ça reste quand même la question du pouvoir d'achat, la question de la sécurité, la crise sanitaire. On reviendra justement un peu plus longuement par la suite dans cette émission sur les questions de politique intérieure. Donc sur la politique internationale, est-ce qu'on sent des lignes de clivage? Est-ce que ça peut être un des éléments peut-être pas forcément très déterminant, mais qui va peser, et dans quelle mesure ça va peser? C'est un élément qui va sans doute effectivement peser dans la balance, et à mon avis, en faveur de l'actuel président de la République, candidat à sa succession, en l'occurrence Emmanuel Macron, puisque globalement, on voit bien que sur la scène internationale, sur la scène européenne, il est très présent. Mais il est président du Conseil de l'Union européenne. Il est effectivement président du Conseil de l'Union européenne, donc tout ça ici ajoute du poids à sa fonction, et donc on voit bien qu'il se démène pour essayer de trouver une solution pacifique finalement à ce conflit. Donc
ça va sans doute jouer en faveur ici d'Emmanuel Macron et en défaveur d'un certain nombre d'autres candidats qui, un petit peu de façon hâtive, avaient pris des positions qui étaient alors non pas favorables à Vladimir Poutine, mais qui étaient plutôt conciliantes vis-à-vis globalement de la Russie. Il y avait cette complaisance aujourd'hui, vous pensez que c'est en train de se retourner contre ces candidats ? D'après les derniers sondages, c'est pas évident pour tous les candidats. Semble-t-il, pour Zemmour, ce serait le cas, mais c'est pas forcément le cas pour Marine Le Pen. Oui, c'est plus le cas sans doute pour Éric Zemmour. Alors, ça peut s'expliquer ici entre les deux électorats, finalement, d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, puisque globalement, sur la Russie, ils disaient à peu près la même chose. Bon, mais l'électorat n'est pas le même. C'est-à-dire que l'électorat de Marine Le Pen est un électorat qui est beaucoup plus populaire, qui s'intéresse beaucoup plus, à mon avis, avant aux questions de politique intérieure plutôt qu'aux questions de politique étrangère, alors que l'électorat d'Éric Zemmour est un électorat qui s'occupe de politique étrangère, enfin s'intéresse à la politique étrangère, plus peut-être qu'à la politique intérieure. Donc ça peut expliquer finalement cette différence, le fait qu'on a l'impression qu'Éric Zemmour paye plus ce prix du soutien à la Russie que ici Marine Le Pen de l'autre côté. Mais est-ce qu'elle a, si j'ose dire, à la faveur ou en raison du conflit ukrainien, est-ce que les Français n'ont pas redécouvert le rôle que pourrait jouer, que joue ou ne joue pas suffisamment, c'est eux qui me le diraient, l'Europe. Parce que les Français n'étaient quand même pas réputés pour s'intéresser tellement à l'Europe, même s'ils sont... La France est membre fondateur. Dans les faits, les Français s'intéressent peu à l'Europe et on le voit bien au moment des élections européennes. Alors, c'est pas spécifique à la France. Dans d'autres pays, on voit bien également que le taux de participation aux élections européennes est relativement faible. Mais je crois que tout ce qui s'est passé dernièrement, alors qu'il s'agisse de la crise sanitaire ou de la crise en Ukraine, ça a sans doute bien montré finalement que, pour un certain nombre de nos concitoyens, l'Union européenne avait une utilité et qu'elle pouvait justement servir ici et présenter un aspect protecteur pour les concitoyens. Et est-ce que les candidats aujourd'hui essayent, j'ai le sentiment qu'il y a un paradoxe, qu'on parle beaucoup de politique internationale, et que les candidats ont plus de difficultés à se donner une stature internationale? Alors, c'est toujours difficile de se donner une stature internationale face notamment à un président de la République qui est présent depuis 5 ans dans un certain nombre de réunions internationales, de sommets internationaux, etc. Donc, certains candidats ont essayé, il y a quelques semaines, alors des déplacements à l'étranger. On l'avait vu notamment avant la campagne officielle. Mais dans les faits, c'est toujours très difficile de concurrencer le président de la République sur ces questions, puisque, comme chacun le sait, il y a cette expression du domaine réservé de la politique étrangère au chef de l'État. Donc, justement, vous évoquiez il y a un instant que les Français, les préoccupations des Français tournaient autour du pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est aussi simple? La Fondation Jean Jaurès, il y a quelques semaines, avait publié une étude montrant la forte segmentation de la parole des candidats, plus attachés à s'adresser à des citoyens qui sont sûrs d'aller voter, plutôt qu'aux abstentionnistes. En clair, les jeunes, on s'adresse plutôt aux retraités ou aux plus de 50 ans, de façon générale, qui votent plus que les plus jeunes, et qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations, sans qu'il y ait un fossé générationnel aggravé par cette segmentation. Alors, pour les candidats, en termes de stratégie politique, et ça maintenant depuis je dirais un certain nombre d'années, il faut ici s'orienter vers le cœur de son électorat, vers un certain nombre de cibles. Donc il faut absolument parler des retraites, de ces questions, notamment lorsque l'on sait que les électeurs les plus mobilisés sont les électeurs de plus de 60 ans, et que effectivement les moins de 25 ans sont ceux qui votent le moins dans les faits. Donc on va avoir tendance à privilégier certaines cibles que l'on peut toucher par des mesures spécifiques, mais de ce point de vue, la question du pouvoir d'achat, elle touche aussi bon nombre de retraités finalement qui ont ici un certain nombre de problèmes. Même si globalement, les retraités, je dis bien globalement parce qu'il y a des inégalités chez les retraités, ont plutôt un pouvoir d'achat supérieur à la moyenne quand même des salariés. Oui, c'est effectivement le cas. C'est ce qui ressort d'un certain nombre d'enquêtes, d'études économiques. Le pouvoir d'achat des retraités en France est souvent plus élevé en moyenne que celui de la majorité des actifs. Et ce qui était assez surprenant dans cette étude de la Fondation Jean Jaurès, c'est que les retraités, ou les plus de 60 ans, étaient plutôt préoccupés par des questions de sécurité, donc ce qui était plutôt assez classique, et éventuellement les retraites, alors que les plus jeunes, leur préoccupation est plutôt
l'environnement ou la crise climatique et les inégalités. Alors ça ne m'étonne pas finalement tellement. On sait que les jeunes, globalement les moins de 25 ans, sont très mobilisés sur ces questions qui sont notamment les questions climatiques. Alors on l'a vu lors des marches pour le climat qui étaient fréquentées par beaucoup de jeunes. On l'a vu également lors de scrutins locaux où en faisant le détail des votes, on a vu que ce vote jeune allait plutôt, par exemple, pour des partis écologistes ou des mouvements où il y a des problématiques écologistes qui sont mises en avant. Donc finalement, c'est pas une surprise. Ça peut expliquer également le fait. En revanche, alors ça peut sembler un petit peu paradoxal de le dire, mais ça peut expliquer le fait que le candidat écologiste aujourd'hui patine, si je puis dire, dans les sondages, autour de 5%, puisque pour beaucoup de ces jeunes, moins de 25 ans, qui sont intéressés aux causes climatiques, ça passe par une démocratie qui est plus participative, plutôt que par la mobilisation au moment du scrutin et notamment au moment de l'élection présidentielle. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait dire que la question climatique n'est pas devenue un peu transcourant c'est une préoccupation qu'on retrouve chez les électeurs de gauche, du centre, de droite, enfin, qui est assez large, avec des réponses différentes qui peuvent être apportées. On sent que c'est une préoccupation qui commence à s'inscrire dans la société. Alors les questions liées au réchauffement climatique, tout ça, effectivement, ce sont des éléments qui sont très importants. Et d'ailleurs, les partis politiques se sont adaptés, puisque maintenant, dans leur programme, chaque parti politique, c'était pas le cas dans les années 80, mais chaque parti politique a des mesures, des propositions ici électorales. Alors forcément, avec des degrés différents, il y en a qui en font plus que d'autres, avec des cibles différentes, mais on voit bien que ça touche finalement ces questions, ça touche tout le monde et pas que les jeunes, puisque on sait que les aînés ou les seniors sont également touchés par ces questions pour souvent leurs petits-enfants ou leurs enfants. D'où la difficulté pour Éric Jadot de faire entendre une voix différente. Est-ce que vous seriez prêt à dire que l'écologie finalement est soluble dans le politique ? Oui, on pourrait dire ça, effectivement. Petit à petit, l'écologie s'est ici propagée dans un certain nombre de partis, dans un certain nombre de sensibilités politiques. Alors même si on sait qu'elle est plus présente dans les mouvements écologistes. Parce que quand on remonte à 1974, c'est la première candidature de René Dumont. Il passait quasiment pour un martien. Enfin, oui, tout à fait. Même s'il y a eu un ministère de l'Environnement qui avait été créé pour la première fois en 1971 avec Robert Poujade. Robert Poujade, le maire de Dijon, effectivement, qui a été le premier ministre de l'Environnement. Et on oublie souvent que le premier ministre de l'Environnement était quelqu'un de droite, dans les faits. Mais la campagne de René Dumont en 1974, effectivement, il passe pour un extraterrestre, entre guillemets. Oui. Est-ce que les électeurs, franchement, s'intéressent au programme aujourd'hui ? Ou si ils réagissent plutôt à des mots signaux, à des slogans, à des termes pouvoir d'achat, protection, avec en gros le sociétal plutôt pour les moins de 40 ans, et puis le régalien pour l'autre partie de la population. Alors c'est une question de fond. En effet, est-ce que les électeurs vont lire le programme et les programmes politiques avant d'aller voter ? Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'ils vont ici chercher un certain nombre de signaux, si je puis dire, chez les candidats à la présidentielle. Des signaux qui sont bien identifiés. On sait que Marine Le Pen va mettre l'accent sur la sécurité, avant tout, Éric Zemmour sur la question de l'immigration, Yannick Jadot sur l'écologie. Donc ils vont se rapprocher, je pense, d'un candidat en fonction des signaux qui leur parlent dans leur culture politique et par rapport au vote qu'ils ont pu émettre avant. Donc, qu'est-ce qui va déterminer vraiment l'électeur à aller voter là ? Qu'est-ce qui peut le décider ? Est-ce qu'il a besoin, comme auparavant, d'une incarnation, compte tenu du mode de scrutin ? Est-ce que c'est aussi fort qu'avant, plus fort ? Alors, la question de l'incarnation, dans le système qui est celui de la Ve République, dès le début, dès 1958, elle s'est posée. D'où en 1962 la mise en place du référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct, puisqu'il y avait la volonté pour le général de Gaulle de dire qu'après lui, il faudrait une légitimité supérieure pour le chef de l'État qui ne pouvait être donnée
que par le scrutin universel. Donc il y a toujours eu cette question, entre guillemets, de l'homme providentiel, de celui qui incarne ici. Et ce déficit d'incarnation, il peut peser sur un certain nombre de candidats qui n'arrivent pas à incarner toutes les sensibilités de leur famille politique. Bon, vous pensez clairement à Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Si on prend Anne Hidalgo et Valérie Pécresse, effectivement, c'est le reproche qui est fait par un certain nombre de personnes du Parti socialiste ou des Républicains, c'est une sorte de déficit d'incarnation, c'est-à-dire de ne pas incarner tous les courants, toutes les sensibilités, ou alors de sonner un petit peu faux par rapport au reste des idées qui sont partagées dans le mouvement politique. C'est toujours très dur, finalement, d'incarner toutes ces sensibilités. Donc, vous évoquez justement l'incarnation présidentielle qui est dans l'ADN de la Ve République. Général de Gaulle c'était prévu un filet de sécurité qu'on appelle les parrainages. Oui. On peut dire clairement, même si la notion est évoluée. Oui. C'est peut-être utile de rappeler que les parrainages n'ont jamais été ni anonymes ni confidentiels. Oui, alors dans les faits, ils n'étaient pas anonymes ni confidentiels, mais ce qui a changé depuis François Hollande, c'est la publication finalement des noms, et on voit bien... Mais les noms étaient quand même publiés par tirage au sort ou étaient consultables, si j'ose dire, sur les CIMES du Conseil constitutionnel. C'était effectivement le cas. Sauf que depuis donc la réforme de François Hollande, tout est beaucoup plus, tout est rendu public. Et on le voit bien dans cette, avant la campagne officielle, avant que tout le monde ait ses signatures, les 12 candidats en lice, certains ont eu du mal justement puisque un certain nombre d'élus locaux ne voulaient pas donner leur signature pour tel ou tel candidat, pensant que ça leur serait reproché par les électeurs. Alors que il faut rappeler ici que la technique du parrainage, l'idée du parrainage, c'est d'éviter les candidatures entre guillemets un petit peu farfelues et donc d'obtenir 100 parrainages dans un premier temps et puis 500 parrainages avec la réforme qui avait été mise en place par Valéry Giscard d'Estaing. Mais justement, sur ces parrainages, c'est quand même le parrainage. Est-ce que c'est un acte politique ou pour vous seulement un acte administratif? Est-ce que les élus, il y a à peu près 42 000 élus qui sont susceptibles de parrainer, on s'aperçoit qu'il y en a en général 35%, là sans doute un peu moins, je crois qu'on doit être dans les 30% là pour cette élection. Est-ce que les élus n'ont pas, je reprends l'expression de Bruno Cotresse, qui est chercheur au CEVIPOF et qui s'exprimait sur, je crois que c'était Public Sénat il y a quelque temps, qui dit mais les élus ont des comptes à rendre à leurs électeurs. Alors, il y a deux façons d'interpréter en fait les parrainages. Soit on dit c'est un acte démocratique. C'est l'idée qui a été défendue notamment par François Bayrou en disant on va créer une banque de parrainage, en disant que un candidat peut se présenter, il faut qu'il obtienne les 500 signatures, et donc c'est un acte ici démocratique. Bon. Et la deuxième façon d'interpréter les parrainages, c'est de dire que si un élu local parraine un candidat, c'est comme s'il lui donne une caution, une sorte de soutien. Dans les faits, c'est dévoyer un petit peu le système des parrainages tel qu'il a été mis en place, puisque à l'origine, c'était pas un soutien. C'était de dire juste, j'autorise un tel à se présenter, mais de plus en plus, c'est devenu ça pour les électeurs. C'est quand même un acte politique, là. Est-ce que le fait de les rendre transparents, c'est devenu un soutien est-ce que c'est ça qui a joué Je pense que l'erreur a été de rendre ça finalement transparent. Ou alors, on rend ça transparent et on dit clairement que si vous parrainez tel candidat, ça veut dire que vous soutenez tel candidat. Mais pour beaucoup d'élus locaux, qui sont souvent sans étiquette, je pense à des maires de petites communes notamment, qui donnent leur parrainage. Pour eux, c'est pas forcément un acte politique de parrainer un candidat. Moi, j'ai toujours un problème comme journaliste politique avec le sans étiquette. À un certain moment, ces maires, ils votent comme citoyens, ils votent comme grands électeurs pour les sénatoriales. Donc, je vais reprendre un peu le titre d'une émission. Derrière les étiquettes, il y a quand même un homme engagé, un homme ou une femme engagée. Comme disait François Mitterrand, le centre n'est ni de gauche ni de gauche. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, les sans étiquettes ou les divers gauche, divers droite, dans les faits, à l'échelle des départements, notamment, quand ils sont par exemple conseillers départementaux, ils votent bien en faveur d'une tendance ou de l'autre. Est-ce qu'il faut revoir le système de parrainage? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Parce que c'est une question, on va dire quasiment, c'est un marronnier. Ça revient à la veille de chaque élection, mais c'est pas à la veille d'un scrutin qu'on change les règles du jeu, même si les politiques, un certain nombre de politiques feignent de l'ignorer.
Mais ce système des parrainages, effectivement, on voit bien qu'il est plus adapté dans les faits. Il est plus adapté, il faut passer à il est intrinsèquement ambigu. À autre chose. Oui, tout à fait. Il faut donc passer à autre chose. Alors, toute réforme, évidemment, dans les 3 mois avant une élection est impossible, mais les 5 ans qui viennent, quel que soit ici le chef de l'État qui sera élu, enfin le candidat qui sera élu, il faudra bien à un moment mettre ça sur la table et réformer ce système. Donc, on peut imaginer ici une sorte de parrainage populaire, citoyen, dire que tel candidat qui obtiendrait, je sais pas, 300 000, 400 000 signatures, on peut mettre le seuil où on veut, un petit peu, mais ça pourrait être possible, d'autant plus qu'aujourd'hui, la collecte pourrait se faire par les réseaux sociaux, par Internet, enfin, c'est faisable dans les faits de changer ce système. Il n'y a pas un risque de manipulation de l'opinion ? Alors, le risque de manipulation de l'opinion, il existe dans les faits, et c'est vrai que c'est souvent l'argument qu'on avance également contre le vote électronique, puisque cette question se pose également en disant, on a des taux de participation très bas, est-ce qu'il ne faut pas aller vers d'autres formes de vote avec le vote électronique ? Parce qu'on voit des pays qui l'ont renoncé, c'était les Pays-Bas, je crois, où c'était assez avancé et qui viennent de renoncer au vote électronique parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait des failles quand même dans le système. Et effectivement, on sait très bien que tout ça peut être facilement, à condition d'être un expert quand même, mais piraté par des hackers de pays, de puissances étrangères. Alors, on avait souvent évoqué cet exemple de la campagne présidentielle américaine, notamment Hillary Clinton contre Donald Trump, où on voyait qu'il y avait eu des interférences étrangères. Donc c'est le risque, souvent. De ce point de vue, le scrutin classique... Les Russes avaient été cités à ce début. Oui, les Russes avaient été cités, effectivement. Alors c'est vrai que c'est plus rassurant. L'urne, le bulletin de vote, c'est classique dans les faits, mais c'est plus fiable en même temps de ce point de vue-là. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie de Jérôme Pozzi, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Lorraine sur le site de Nancy et politologue. Jérôme Pozzi, on va revenir un peu, il semble quand même sans préjuger du résultat du premier et du second tour, mais il y a quand même un phénomène qui se produit quand on observe les sondages, même s'il faut être très prudent, c'est l'effondrement des partis du gouvernement. Quand on voit les grands partis qui étaient LR ou le PS semblent s'effondrer, puisque la candidate soutenue par le Parti socialiste Anne Hidalgo est à 2%, elle est même devancée par Jean Lassalle, et que Valérie Pécresse, pour l'instant, est en 4e, voire 5e position dans les sondages. Comment vous expliquez cet effondrement ? Est-ce que c'est l'artificier Macron qui a réussi à mettre tout le monde KO, ou si Emmanuel Macron était déjà le produit d'un effondrement qui était déjà bien engagé ? Alors, je pense que l'élection d'Emmanuel Macron, donc à la dernière élection présidentielle, a marqué le premier acte de décès. En quelque sorte, de ce système des partis traditionnels, des partis de gouvernement, et de ce système globalement bipolaire, avec d'un côté le courant socialiste, de l'autre côté le courant gaulliste, libéral, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'UMP à cette époque. Bon. Donc Emmanuel Macron, je pense, est arrivé au moment où il a bien saisi le fait que tout ça était finalement un modèle ancien qui était en voie, entre guillemets, de disparition. Bon, alors... faut nuancer quand même parce que on voit que les candidats investis par ces partis, et vous l'avez bien rappelé, Valérie Pécresse ou Anne Hidalgo, dans les faits, ont pas des scores, des prévisions de vote qui sont très élevées. Et en même temps, à l'échelle locale, il reste quand même un tissu d'élus, soit des républicains, soit socialistes. Ce qui veut dire qu'une déconnexion aujourd'hui qui est vraiment actée entre la politique locale, entre le niveau local et le niveau national ? Alors, je pense que oui. Effectivement, puisque et d'ailleurs on le voit bien, regardons les dernières élections municipales, un certain nombre de villes ont élu des maires écologistes dans des grandes villes, notamment on peut penser à Grenoble, à Lyon, à Bordeaux. Or, à l'échelle nationale, les estimations pour Yannick Jadot sont autour de 5%. Donc il y a pas ici, voilà, on voit bien que c'est déconnecté entre le local et Hidalgo le national. A été réélue maire de Paris. Oui, elle a été réélue. Donc comment vous expliquez cette déconnexion Alors, je pense ici que c'est lié à deux choses. D'une part, la préoccupation des électeurs au moment des élections locales pour des préoccupations qui sont effectivement locales. Voilà. Donc on va se positionner sur des dossiers qui sont locaux avec des programmes ici qui sont souvent étudiés.
pour les municipales. Bon. Et puis il y a un autre aspect là à l'échelle nationale qui, sur le temps long de ces 20 dernières années, dans les faits, dessert les partis de gouvernement, c'est que ces partis de gouvernement ont été de façon alternative au pouvoir, droite, gauche, et dans les faits, ont mené des politiques qui sont considérées, à tort ou à raison, par les électeurs comme étant assez proches dans les faits. Bruno Le Maire disait que le programme de Valérie Pécresse était tout à fait compatible avec le programme de Macron. Valérie Pécresse s'en est ému, mais d'ailleurs a une position un peu instable là-dessus, parce qu'elle dit c'est pas le programme, on est différent tout en étant pas différent. Enfin, c'est un peu compliqué quand même à se positionner. C'est effectivement très compliqué. On voit bien que l'entourage de Valérie Pécresse essaie de dire que c'est pas Macron compatible. Oui. Dans les faits, il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez proches, notamment sur les questions économiques. Alors même si Valérie Pécresse essaie de renforcer, notamment sur la question de la sécurité, et d'attaquer finalement Emmanuel Macron sur son bilan sécuritaire. Est-ce que vous pensez que le clivage gauche-droite est mort? Et seconde question subsidiaire, comment vous définissez idéologiquement En Marche? Est-ce que c'est possible d'ailleurs de définir ce parti? Alors, je pense que pour les élections nationales, c'est-à-dire élections présidentielles et élections législatives, le clivage gauche-droite me semble effectivement maintenant enterré. Je pense que c'est plutôt un clivage entre, je dirais, européistes, mondialistes, plutôt libéraux d'un côté, et de l'autre côté, souverainistes, attachés à la nation, etc. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, rappelez-moi votre question, Philippe, je suis désolé. La deuxième question, c'est est-ce que LREM peut être défini aujourd'hui idéologiquement? Oui. Alors, effectivement, est-ce que la République en marche peut être définie? C'est un objet politique, je dirais, non identifié, puisque quand on regarde la République en marche, notamment son groupe parlementaire ici majoritaire à l'Assemblée, on a des itinéraires qui sont différents. On a d'anciens socialistes plutôt qui étaient ici des Strauss-Kahniens. On a des gens qui viennent de l'entourage d'Alain Juppé, des juppéistes, d'anciens de ce qu'était l'UDF dans les années 80. Donc c'est ici un parti qui est devenu ce qu'on appelait en sciences politiques un parti attrape-tout. C'est-à-dire, voilà, on attrape plusieurs sensibilités, plusieurs courants, et puis on trouve un certain nombre de dénominateurs communs. Est-ce que c'est la réincarnation du MRP? Ça pourrait être assez proche, effectivement, de ce qu'a été le MRP, puisque le MRP, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au début des années 50, on avait ces sensibilités différentes. Si vous pouvez rappeler pour nos auditeurs, justement. Oui, le mouvement des Républicains populaires, qui était un mouvement politique qui avait été créé donc à la Libération, fin 44, début 45, et qui sous la 4e République, donc entre 1946 et 1958, a joué un rôle central dans un certain nombre de coalitions gouvernementales. Et au MRP, il y avait une aile qui était une aile centre-droit et puis une aile qui était plutôt centre-gauche. On se souvient de la fameuse phrase de Manuel Valls sur les gauches irréconciliables. Est-ce que finalement, il n'avait pas raison? Et je vais vous poser la même question sur la droite. Peut-il y avoir une union des droites? Vous avez produit il y a quelques semaines quelques jours, un article dans The Conversation sur l'union des droites. Encore faudrait-il donner une définition des droites? Oui. Alors bon, je suis pas médium évidemment, je suis juste historien, mais je pense que Manuel Valls, lorsqu'il a dit ça, alors ça a été très mal pris évidemment, cette formule sur les deux gauches irréconciliables, mais dans les faits, quand on regarde la réalité aujourd'hui, on a ces deux gauches irréconciliables. Entre d'un côté Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, on voit bien qu'il y a une frontière dans les faits et que l'un ne veut pas aller vers l'autre. Et ça paraît difficile ici de se réconcilier. Bon. Pour ce qui est des droites, y compris sur le fond, ou c'est une question de personnalité? Je pense que c'est pas seulement une question de personnalité, c'est une question vraiment profonde. C'est une question ici de fond. L'idéologie est maintenant différente. Entre ces deux gauches, et ça me paraît difficile de faire une sorte d'alliance électorale comme l'avait fait Lionel Jospin, ce qu'il appelait la gauche plurielle. Dans les faits, ça me semble de plus en plus difficile. Alors peut-être que pour les élections législatives, il y aura des accords en fonction des circonscriptions, notamment entre socialistes et écologistes, c'est envisageable. Peut-être dans certaines circonscriptions également avec la France insoumise, mais ça me paraît difficile à l'échelle nationale aujourd'hui de rassembler tout ça dans une même famille politique comme l'avait fait François Mitterrand dans les années 80. Bon. Pour ce qui est des droites,
Pour ce qui est des droites, là aussi, c'est un petit peu un champ de ruines. Il faut bien le dire. Valérie Pécresse, c'était un petit peu son axe ici dans sa campagne électorale, c'était de faire l'union de la droite, donc une union assez classique finalement entre ici UMP, enfin anciennement UMP et UDI, donc au sein des Républicains. On voit bien que c'est autour de 10%. Donc ça pèse pas finalement assez lourd par rapport à ce que faisait Nicolas Sarkozy, notamment. C'est compliqué parce qu'on a l'habitude de dire que si on descend en dessous de 10%, on pèse plus grand-chose dans la vie politique française. Voilà, c'est très compliqué. Et en fonction du score que va faire Valérie Pécresse et du score que va faire Éric Zemmour, et notamment si Valérie Pécresse est en dessous et derrière donc Éric Zemmour, là la question de la survie des Républicains va se poser. Et donc la question de l'éclatement des Républicains est une question qui se posera, notamment dans la perspective des législatives. On le voit déjà avec les ralliements des principales têtes couronnées, j'allais dire républicaines en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et avec la guerre déjà pour les investitures du côté des législatives, il serait question qu'il y a même une 60aine de députés LR actuellement qui rejoignent Emmanuel Macron. Oui, alors c'est pas sur 100, ils sont à peu près une centaine. Oui, à l'Assemblée nationale. C'est pas impossible, c'est même tout à fait probable qu'il y ait ici. Alors peut-être aller vers un système de double investiture, si je puis dire, c'est-à-dire des candidats qui seraient à la fois, des candidats des Républicains, des députés sortants des Républicains notamment, qui auraient ici l'investiture et le soutien également de la République en marche. C'est une possibilité, oui. Pour revenir à l'union des droites, là, est-elle possible, vous posiez la question dans The Conversation, qui est un site universitaire, on va dire, où s'exprime un certain nombre d'universités, et que j'invite tous les auditeurs à découvrir si ce n'est déjà fait, parce qu'on s'y exprime assez clairement, c'est très, très abordable. Donc, sur l'union des droites, faut-il définir les droites? Il y a Robert Ménard, le maire de Béziers, qui appelle à l'union des droites, mais on sait qu'il est plutôt quand même à l'extrême droite. Est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, des ponts idéologiques ou de personnalité entre LR, Zemmour, et un certain nombre de Zemmouriens, et Marine Le Pen? Alors, est-ce que c'est imaginable? Est-ce qu'on sort de la théorie des trois droites? Alors, dans les faits, des ponts idéologiques, des éléments en commun, il y en a toujours eu globalement depuis les années 80. On sait très bien qu'entre le Front National et le RPR, puis l'UMP, les Républicains, il y a eu un certain nombre de thématiques en commun. Bon. Sauf que dans les années 80, Jacques Chirac, alors, qui était à la tête du RPR, avait clairement ici mis en place ce qu'on appelait une sorte de cordon sanitaire entre le RPR et le Front National. Bon, alors ce cordon sanitaire, il avait, si je puis dire, été levé au gré d'un certain nombre d'élections locales. En particulier les élections régionales. En particulier les élections régionales, notamment en 98, où il y avait eu un certain nombre de présidents de régions de droite qui avaient été élus avec des voix de conseillers régionaux ici du Front National. Mais la question, finalement, c'est aussi une question. Alors, il y a la question idéologique, mais c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire que est-ce que Marine Le Pen et le Rassemblement national est prêt à se fondre dans un ensemble plus global d'un parti ici de droite conservateur? On voit bien que non. Et de l'autre côté, les Républicains ne tiennent pas finalement à cette alliance. Bon, alors Éric Zemmour a essayé ici de se mettre au milieu dans un premier temps, c'est-à-dire d'essayer de fusionner tout ça, à la fois de prendre aux Républicains et de prendre au Rassemblement national, sauf que sa stratégie, pour l'instant, alors peut-être que les élections diront le contraire, on n'est pas ici, on lit pas dans le mar de café, si je puis dire, mais on voit bien que ça a du mal finalement, et puis la question de la personnalité se pose également. Est-ce qu'il y a toujours les trois droites théorisées par René Raymond? Ces trois droites de René Raymond, dans les faits, on les retrouve, sauf qu'une partie de cette droite... la droite orléaniste, la droite légitimiste, la droite bonapartiste. Et la droite bonapartiste, alors... cette droite bonapartiste, dans les faits, on la retrouve en partie chez, par exemple, Éric Zemmour. Il y a ici une filiation. La droite orléaniste ou plutôt libérale, la plupart d'entre eux sont passés chez Emmanuel Macron. Et puis, il y a une partie de droite légitimiste qui vote encore pour les Républicains, et puis une petite partie également pour le Rassemblement national. Donc, on retrouve ces sensibilités, mais qui ne sont plus identifiées par trois grands partis politiques, si je puis dire. Question joker, sans doute
À la différence de François Hollande, qui soutient Anne Hidalgo, mais on voit bien pourquoi, c'est pour rebondir lui-même dans l'après et reconstruire éventuellement un autre parti que le Parti socialiste. Nicolas Sarkozy s'est, pour l'instant, abstenu de soutenir publiquement Valérie Pécresse. Vous pensez qu'il va rester silencieux jusqu'au bout, ou il va se décider à soutenir, mais on ne sait pas qui, finalement? Alors, je ne sais pas s'il va rester silencieux jusqu'au bout, mais effectivement, c'est une attitude un petit peu particulière, puisque logiquement, il aurait dû soutenir Valérie Pécresse. Il ne l'a pas fait. Cette attitude est assez effectivement ambiguë. Est-ce qu'il va rester silencieux jusqu'au bout ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous évoquiez dans l'article, pour revenir une seconde sur l'article, dans our conversation, la dédiabolisation de Marine Le Pen. Est-ce que c'est une dédiabolisation en profondeur ou de façade? Alors, Marine Le Pen a beaucoup joué sur cet élément. C'est-à-dire, l'objectif, c'était de présenter une figure normale, finalement. Donc, c'était ici l'idée de rupture avec son père, avec un parti qui était marginalisé. Bon. Donc, il y a eu toute une politique de dédiabolisation qui avait été mise en place, notamment par Florian Philippot. C'était la stratégie ici qui était poursuivie. Elle n'est pas aboutie, cette stratégie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne permet pas à Marine Le Pen, ici, on l'a vu à la dernière élection présidentielle, de l'emporter au second tour. Donc il y a toujours ce fameux, ici, plafond de verre. Bon. Dans le cadre de cette campagne électorale, il y a quand même un élément qui me semble important de souligner, c'est que la présence de la candidature d'Éric Zemmour, qui a adopté un certain nombre de positions assez radicales, a eu tendance finalement à recentrer Marine Le Pen et à dédiaboliser davantage Marine Le Pen, puisqu'elle passe comme... Elle apparaît comme beaucoup plus modérée par rapport aux propos qui sont tenus par Éric Zemmour. Selon les propos de Gérald Darmanin, là, qui avait été oui, tout à fait. Fortement discuté. Oui, tout à fait. Gérald Darmanin avait avancé cette idée, et puis également Éric Zemmour disait clairement que finalement c'est lui qui incarnait ici le Front National des années 80, et puis aussi ce qu'il appelait le RPR des années 80, donc une aile plus radicale. Vous nous expliquiez il y a quelques instants que les électeurs regardaient peu les programmes. L'un des reproches qui est fait à Marine Le Pen, c'est ne pas avoir présenté un programme bien budgété, établi, solide sur le plan budgétaire. Le reproche peut être adressé aux autres. Et finalement, tous les candidats se disent prennent acte du fait que les électeurs s'intéressent pas au programme. Donc, à quoi bon établir des bases financières pour expliquer ce qu'on va consacrer à tel ou tel domaine en dépenses et où chercher les recettes? Oui, alors il faut toujours savoir que lorsqu'on fait un programme politique, on annonce toujours donc une sorte de catalogue de mesures, et il y a toujours des débats d'économistes pour savoir si tel programme est réalisable du point de vue du budget, des normes à tenir. Et c'est un reproche qu'on fait d'ailleurs à plusieurs candidats, puisque souvent quand on prévoit ces programmes, on les prévoit notamment avec une croissance qui peut être supérieure à ce qu'elle est dans la réalité. Donc, faut pas oublier non plus qu'un programme politique, il faut vendre un petit peu je vais pas dire de rêve, mais bon, voilà, il faut vendre également un certain nombre d'éléments. Mais vendre du rêve, il y a un risque de générer des frustrations. Il y a le risque, c'est ça, c'est au lendemain de la présidentielle, pour celui qui est élu, de provoquer une sorte de vague qui serait une vague de contestation, de mécontentement par rapport à la politique qui va être réellement menée. C'est ce qui est annoncé par Mélenchon, mais sans être un prophète de malheur, on peut subodorer que les choses vont être quand même difficiles, après le quoi qu'il en coûte, après la déstabilisation mondiale, après le risque pandémique qui n'est pas totalement évacué. Donc finalement, est-ce que c'est encore possible de vendre du rêve aujourd'hui, là ? Alors c'est toujours difficile, puisque dans les faits, l'électeur est pas naïf, il sait pertinemment que il va à un moment falloir entre guillemets resserrer la ceinture, et donc il y aura des mesures à prendre, des mesures ici notamment fiscales. Donc ça c'est un élément qui peut peser dans le débat. Est-ce que finalement ce qu'il faudrait redouter aujourd'hui, c'est pas l'abstention? L'abstention, c'est ça finalement, le premier danger. Pourquoi ? Parce que déjà à la dernière élection présidentielle, à la différence des
élections précédentes, on l'avait vu, il y avait une participation qui était assez faible pour une élection présidentielle. On était autour de 75%. Alors ça peut sembler bien, mais c'était plutôt faible par rapport à d'autres élections présidentielles. Donc si la participation baisse encore à ces élections, et notamment entre le premier et le second tour, ce sera vraiment un élément à surveiller du point de vue de la vie démocratique et de l'état de santé démocratique de notre pays. Le deuxième problème, c'est pas la distance qui sépare l'élection présidentielle des élections législatives. Alors, pour la première fois, les élections législatives ne sont pas dans la foulée, enfin c'est 2 mois après. Oui. Alors, les dernières élections... Sauf dissolution, mais qui ne seraient pas forcément bien perçues. Les dernières élections législatives avaient lieu environ 30 jours après l'élection présidentielle, et là, donc, les élections législatives du mois de juin auront lieu 50 jours après le second tour de la présidentielle. Effectivement, c'est une distance qui est assez large et qui peut permettre ou empêcher le président élu d'avoir une dynamique qui le soutienne, notamment au Parlement. Oui, mais est-ce que le président va rester quand même légitime, contrairement à ce que pense Gérard Larcher, ou c'est Gérard Larcher qui a raison de s'interroger sur la légitimité du président ? Alors la question de la légitimité, c'est l'élection, dans les faits, qui crée la légitimité dans un système démocratique. C'est sûr que lorsqu'il y a de moins en moins d'électeurs qui vont voter, la question de la base, de la surface avec laquelle on a élu quelqu'un se pose. En même temps, quand on regarde d'autres élections présidentielles par le passé, vous aviez des candidats au premier tour, je pense à Jacques Chirac notamment, qui faisaient autour de 20%. Et à l'époque, on ne se posait pas la question de la légitimité. Donc une minorité d'inscrits. Donc une minorité d'inscrits, effectivement. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Pour terminer cette émission, Jérôme Pozzi, on va vous soumettre à la question. Vous avez déjà répondu bien volontiers à un certain nombre de questions, mais une question plus personnelle, c'est le questionnaire de Proust revisité, notamment par mes soins, avec en 10 questions. Première question, c'est votre personnage historique préféré. Alors, préféré, parce que c'est un personnage que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé, ça va pas vous surprendre, c'est le général de Gaulle, parce qu'effectivement, sa vie est un roman, mais j'ai aussi beaucoup de passion pour quelqu'un comme Winston Churchill, par exemple. Voilà, et qui est beaucoup cité là, en ce moment, puisqu'il promettait du sang et des larmes. Du sang, de la sueur et des larmes, mais effectivement, on le cite beaucoup en ce moment, oui. Quel est le personnage historique que vous détestez le plus ? Celui que vraiment vous abhorrez, là. Écoutez, j'ai pas véritablement là de réponse à vous apporter. Je vais pas dire que je me suis jamais posé la question, mais oui, dans les faits, non. Comme historien, vous étudiez tous les... Non, j'ai pas de l'histoire. Bon, j'ai pas de sympathie pour le maréchal Pétain, par exemple. Mais bon, le maréchal Pétain, c'est aussi le vainqueur de Verdun. Donc il faut toujours peser. Vous savez, je pense qu'il faut toujours peser le pour et le contre dans un personnage historique, dans les faits. Votre couleur préférée ? Le bleu. Si vous n'étiez pas enseignant, quel métier auriez-vous aimé exercer ? Avocat. Votre loisir préféré ? Alors mon loisir préféré, et c'est une passion également, c'est le cyclisme. Votre mot préféré ou votre expression préférée ? Alors c'est une expression que je cite souvent à mes étudiants, qui est une expression revisitée, si je puis dire. Lorsque je leur dis que souvent ils ont tendance à repousser au lendemain ce qu'ils pourraient faire le jour même, je leur dis souvent c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Votre auteur préféré ? Mon auteur préféré, je dirais Chateaubriand. Si ce n'était la France, quel serait le pays où vous auriez aimé vivre ? Alors écoutez, la Suisse. Sans aucune hésitation. Alors non pas parce que c'est un paradis fiscal, puisque les enseignants sont assez éloignés des paradis fiscaux. La neutralité pour tout un tas de raisons. Alors, et la politique, c'est pas... C'est la question. Alors d'une part du système démocratique suisse avec le système des votations qui est plutôt assez intéressant. Et puis surtout c'est la localisation de la Suisse. C'est un pays magnifique au milieu des montagnes. Enfin c'est vraiment un très beau pays. Ce que vous détestez le plus chez les politiques, vous adorez la politique, mais oui. Écoutez, je crois comme beaucoup de nos concitoyens, c'est ce qu'on appelle la langue de bois. Et votre devise personnelle, quelle est-elle ? Ma devise personnelle, je dirais essayer de mobiliser ici son dynamisme pour accomplir toujours quelque chose d'intéressant. Et question plus difficile, on va sortir du questionnaire de Proust. Est-ce que vous n'avez jamais
osé dire publiquement et que vous allez aujourd'hui nous révéler maintenant. Alors c'est pas un scoop pour ceux qui me connaissent très bien, mais effectivement, par exemple, mes étudiants le savent pas, mais je suis vraiment un passionné de cyclisme. Je pratique le vélo, fait de la compétition moi-même. J'ai fait également quelques compétitions par le passé, et puis j'adore faire ici du vélo en montagne. Notamment, j'aime la montagne, j'aime donc le vélo. Vous êtes plutôt un grimpeur. Je suis plutôt effectivement un grimpeur, et vu mon gabarit, c'est plutôt normal. Très bien. Eh ben, Jérôme Pozzi, je vous remercie là pour cette heure d'entretien. J'espère qu'on a pu éclairer les auditeurs et nous terminons là en musique avec la chanson politique de Raymond DeVos. RCN, www.rcn-radio.org